pas sur un achat, mais sur une vente. J'ai eu une fois quelqu'un qui m'a apporté c'était un tout petit lot. Et cette personne m'amène une jolie boîte. Il y avait tout. Il y avait la boîte, il y avait la clé, il y avait les roues, il y avait le pare-brise, il y avait tout le truc. Et il manquait le moteur. Elle m'avait dit, moi j'en fais rien, peut-être que toi tu auras le moteur. Je l'avais pas. Donc je le mets dans un coin. Et une semaine après, il y a quelqu'un qui arrive et qui avait juste le moteur. Non, le métier de Jérôme Laval n'est pas de jouer avec des Legos toute la journée. Passionné de la petite brique danoise, il en achète par lot de 10, 20 ou 50 kilos et les revend au volume ou à l'unité dans sa boutique La Boîte à Briques. Ce Montpelliérain possède un stock de centaines de kilos de briques, triées et rangées ou en vrac. Son travail au quotidien, c'est de faire plaisir à ses clientes et ses clients tout en s'amusant. Les fans de ce jouet culte viennent dénicher une pièce manquante, un personnage de leur enfance, des constructions complètes, parfois jamais sorties de leur boîte, des vaisseaux Star Wars, des voitures, des châteaux forts. Venir chez Jérôme, c'est retomber en enfance, c'est retrouver des souvenirs et c'est surtout continuer de rêver à tout âge. J'ai des demi aussi, tu vois. Enfin, des demi, c'est pas le même format. Je sais pas si j'en ai encore une grande. Voilà. Sur le tard, j'ai repris un vieux truc qui était sur ma liste quand j'étais tout petit, qui était d'être ingénieur chez Lego. Alors je suis pas devenu ingénieur chez Lego, mais je suis devenu marchand de Lego d'occasion. Parce qu'en fait, vous jouiez avec les Legos. Quand j'étais petit, ouais, j'avais une caisse avec mon frère. On avait une caisse de vrac. On n'a jamais acheté des sets vraiment, mais on avait une caisse de vrac avec laquelle on pouvait construire à peu près tout ce qu'on voulait. Et puis voilà, j'ai offert une caisse de Lego à mes filles quand elles ont eu 5-7 ans. Elles n'ont jamais beaucoup joué avec. Et quand elles ont eu 10 ans de plus, je me suis dit tiens, je vais revendre ces Lego. Et puis voilà, ça m'a un peu travaillé. Et je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait devenir marchand de Lego d'occasion. Jérôme Laval, j'ai 53 ans et je suis vendeur de Lego d'occasion. En fait, je pensais au départ que j'allais vendre essentiellement du vrac. C'est-à-dire j'allais poser du Lego sur une table et que les gens allaient les acheter comme ça en remplissant des boîtes. Et plus ça avançait, plus je me suis rendu compte qu'il y avait des milliers de figurines possibles, qu'il y en a qui valaient 1 euro et d'autres qui valaient 100 euros. Et que si je disais juste servez-vous au kilo, les gens allaient venir prendre celles qui valaient des sous et à la fin j'allais récupérer des trucs qui valaient pas grand-chose et que j'allais devoir vendre, que je pourrais pas vendre parce qu'en fait j'essaierais de les vendre plus cher que ce que ça vaut. Et donc je me suis retrouvé finalement à trier moi-même, à faire des casiers, à apprendre un peu tout ce qu'il y a comme diversité de sets, de construction, et puis j'ai commencé à découvrir ce que c'était les Lego. Quand j'ai démarré, c'était expérimental. Je voulais faire quelques ventes éphémères pour voir ce que ça allait donner, mais je savais pas trop où j'allais. J'ai commencé tout petit, quoi. J'aurais pu faire 3 ventes et m'arrêter. Oui, exactement. Et puis j'ai testé le concept. Et puis quand j'ai vu que je faisais mes premières ventes et que les gens étaient là, je me suis dit on continue. Voilà. Et après, il y a eu beaucoup le bouche à oreille. Et après, il y a eu le bouche à oreille, ouais, bien sûr. Ouais, ça continue. Comment vous trouvez vos pièces ? Alors au début, avant d'avoir la boutique, quand j'ai commencé, j'achetais sur eBay. J'allais sur des enchères, et c'est comme ça que j'ai acheté les 100 premiers kilos, puis d'autres lots comme ça. Et au bout d'1 an et demi à peu près, la notoriété de vendeur a été à peu près égalée par la notoriété d'acheteur. Et donc les gens, depuis, me contactent et me disent, voilà, j'ai 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos, 50 kilos de Lego à vendre. Et je commence même à avoir des collectionneurs là j'en ai un par exemple, qui m'a contacté et il a 380 ensembles Lego Star Wars à vendre. Et donc, je les prends en dépôt-vente, dans ce cas-là. Ah oui. Je ne vais pas les acheter au kilo, et je ne vais pas non plus les acheter pour avoir un stock énorme, la trésorerie qui sort, etc. Donc, j'ai une commission si je les vends. Et donc là, lui, je prends les commandes, et puis je vais chercher... quand j'ai suffisamment de commandes et suffisamment de place sur les étagères pour aller en chercher quelques-uns, je vais chez lui et je reviens avec les sets qu'il faut. Comment vous organisez votre journée ? Alors, je ne sais pas si ma journée est très organisée, mais j'organise ma semaine en tout cas. J'ai 2 journées de vente
le mercredi et le samedi. Et après, ça peut être, je rajoute des créneaux et puis je reçois aussi sur rendez-vous. Donc quand quelqu'un veut vraiment passer du temps, voir des sets un peu précieux ou des choses comme ça, à ce moment-là, c'est sur rendez-vous. Mais j'aime beaucoup l'alternance entre des jours où il y a du monde et des jours où je suis tranquille ici. Quand j'ai des visites, c'est sur rendez-vous, donc c'est prévu à 14h, 16h, 9h, voilà, sur rendez-vous. Mais c'est un métier où je passe beaucoup de temps seul avec mes Legos. C'est très zen, c'est très calme. Quand vous êtes tout seul avec vos Legos, il faut les trier, les ranger, les assembler. Alors, quand c'est du dépôt-vente, ça arrive normalement assemblé déjà. Donc je fais de la vérification, effectivement, pour voir qu'il manque rien. Quand c'est des lots, ça peut être un lot de 30 kilos tout en vrac. Donc la première phase, ça va être de l'identification. Parce qu'il n'y a pas toujours les notices, il n'y a pas toujours les instructions dedans, donc il faut faire de l'identification. Comme dans ce lot-là, je vais avoir des figurines. Oui. Cette figurine, elle n'est que dans quelques sets. À partir de la figurine ou à partir d'une pièce qui va avoir un imprimé, voilà, qui va avoir un sticker. Cette pièce-là, elle n'est que dans ce set-là. Du coup, si j'ai cette pièce-là, il y a une forte suspicion que j'ai de quoi remonter. Après, il faut inventorier, parce qu'il peut y avoir 100, 200, 300, 500 pièces, voire plus. Et donc, je vais avoir 90% des pièces, par exemple, dans le lot que je viens d'acheter. Et puis, j'ai des pièces dans ma boutique, j'ai du stock aussi, donc je complète. Et puis après, s'il faut, je peux commander. On trouve toutes les pièces qu'on veut. Mais il faut les commander sur Internet, sur un site spécialisé où on trouve tout ça. Mais c'est comme un puzzle. C'est exactement comme un puzzle. D'ailleurs, les amateurs et les amatrices de puzzle aiment bien les Legos souvent. Quand il y a la boîte et la notice, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, ouais. Sur la valeur d'un set, ça va rajouter un peu plus. Ce qui va être le gros déterminant, c'est la rareté. C'est-à-dire qu'un set qui s'est très très mal vendu à une époque, ou qui intéressait personne, mais qui maintenant est recherché, ça va remonter les prix. Mais pourtant, un set, il est produit à la même quantité, qui marche ou qui marche pas. Non, Lego fait des tirages en fait. Mais ils anticipent une demande, donc ils vont en faire produire tant de milliers. C'est un peu comme les livres. On en imprime 3000, 5000, et puis on le réimprime, si la demande est là. Pour les Lego, ça va être pareil. Donc un set qui va être très demandé, même plus que la demande initialement, ils vont le refaire, le reproduire. Et il y a quelques cas dans l'histoire de Lego où il y a des sets qui sont sortis, qui étaient dans la même gamme de prix, qui ont été produits à peu près à la même période, et qui se sont vendus 20 fois, 30 fois moins que d'autres. Ceux qui se sont vendus 30 fois moins, ils peuvent valoir 30 fois plus. C'est pas une règle absolue, mais voilà. En tout cas, les sets rares et précieux, c'est souvent qui se sont très mal vendus. Du coup, il n'y a pas eu de retirage. Voilà. Et les heureux qui ont eu l'intuition de les acheter, ils peuvent avoir un set qui vaut 3000, 5000 euros, quoi. Un exemple de set Là, celui que j'avais en tête, c'est un fameux set qui s'appelle Cloud City, qui est sorti en 2002, qui s'est très mal vendu parce que les gens le trouvaient moche. Et il y avait dans la même gamme de prix des trucs super sympa, notamment celui qui est là-haut, là. Le truc à 4 pattes là, qui est perché là-haut, oui, qui c'est très très bien. C'est un ATTE, c'est dans Star Wars. Non, pas l'ATTE, l'ATAT, pardon. Qui s'est très très bien vendu à l'époque. Et il y a un autre set qui s'appelle Cloud City qui est sorti au même moment, qui a été un bid commercial et qui maintenant, en boîte ouverte, d'occasion, il vaut, là j'en ai un de ce fameux collectionneur qui est à 3400 euros. Et en boîte scellée, il vaut 9000 euros. Ah oui. Alors qu'il valait 109,90 € en magasin il y a 20 ans. Mais c'est des anomalies. Il y a eu très peu de demandes à l'époque et du coup très peu d'exemplaires produits. Mais tu vois par exemple l'avion de l'Aéropostale là. Ouais. Ça pour un. Ah oui, c'est parfait pour commencer. Ouais, je trouve qu'il est chouette. Hein, j'aime bien. Ouais. Après c'est 3 ans. Ouais. 3 ans, c'est limite. Hein. Les Lego, eux, ils vendent à partir de 4 ans. Ouais, je sais. Et t'as quoi pour les tout petits du coup ça serait plutôt du vrac, quoi. Du vrac, ouais. Moi, ce que je vends pour 3 ans, moi, c'est plutôt, tu vois, un tas de briques comme ça. Ouais. Des plaques comme ça. Et il y a un truc qui est super sympa et qui, je trouve, n'a pas vieilli. Ouais. Oh, ça, c'est chouette. Et ce qui est bien, c'est que c'est des figurines fabulandes. Donc, c'est des petits, les personnages sont des petits animaux. Donc là, j'ai le cochon, le machin, la vache, voilà, tous les petits animaux. Ce qui est bien, c'est que les enfants de 3 ans, ils ont tendance à tout éclater. Donc tu leur donnes une figurine comme ça, et ils la démontent. Au bout de 3 secondes, ils ont arraché la tête. Alors que sur les figurines fabulantes, toutes les pièces sont à peu près
façon fixe. Franchement, pour le démolir, faut se jeter dessus. Sauvage. Donc ça tient. Et puis de la brique, la fameuse brique classique dont on parlait tout à l'heure, avec voilà. D'accord. Et ton vrac, tu le mets dans un contenant ? Et je peux te donner dans une boîte, par exemple, dans une petite boîte comme ça, parce ou que plus grande. Non, c'est bien ça. Je vais lui mettre dans un petit sac fait main aussi, donc faut pas que ce soit trop grand. Voilà. Et le secteur là à droite, c'est le secteur des pièces à l'unité. Donc chaque pièce va valoir 5 centimes, 10 centimes, 1 euro. Il y a des moteurs qui peuvent valoir 10, 20 euros. Ce genre de choses. Il y a des figurines qui valent entre 2 et 80 euros. Donc ça, c'est les pièces à l'unité. D'accord. Et ensuite, dans l'allée là et là-bas, il y a 2 secteurs. C'est des pièces qui sont vendues au volume. Donc on remplit sa boîte avec les pièces qu'on veut. Et puis si ça fait une demi-boîte dans le secteur où la boîte pleine coûte 12 euros, ça va faire 6 euros. Et puis dans la boîte, le secteur ici où c'est un peu moins cher, ça va être dégressif. Donc si on prend, si on remplit la boîte à 25 euros, ça va faire 25 euros. Ah oui, donc il y a une boîte 9 euros, 25 et 14. Voilà, mais c'est indicatif, c'est vraiment une mesure en fait, ça permet d'avoir un gabarit quoi. On le verse dans la boîte et selon la quantité, je vais faire payer. Vous auriez pu faire au poids, mais vous avez fait à la... Voilà, je préfère faire à la boîte. Au départ, c'est pour ça que ça s'appelle la boîte à briques d'ailleurs. Oui, d'accord. Parce que je voulais vendre à la boîte. Et puis, et en fait, je fais pas des boîtes. Il y a très peu de gens qui achètent une boîte pleine. Ça sert vraiment juste de mesure quoi. Donc quelqu'un qui me prend une demi-boîte à 9, ça fera 4,50 par exemple. D'accord. Et donc les gens picorent dans le stock pour avoir les pièces qui leur plaisent. Est-ce que vous êtes en quête de pièces particulières ou est-ce qu'en fait vous attendez qu'on vous contacte pour telle pièce? Alors, j'essaie de tout accepter. Et donc quelquefois, il y a un peu des trucs il y en a un peu qui débordent de partout parce que ça fait Et il y en a même qui doivent être en triple, Oui, ça aide bien. Là, la semaine dernière, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir 2 lots incomplets qui sont arrivés et qui m'ont permis de compléter. Dans le même, j'ai 2 sets en commun dans deux lots que m'ont amené 2 personnes différentes et ça se complétait bien. Donc ça tombe. D'accord. Ça tombe bien. Et puis voilà. Parce que vous êtes un peu un collectionneur, même si vous vendez. Alors c'est non. Un peu ça, non? Alors je suis un peu collectionneur dans un sens, c'est-à-dire que les collectionneurs ils comptent ce qu'ils ont. Et moi, si j'ai une case mentale à chaque fois que je rentre un set et que je le vends, je considère que je l'ai eu. Ah oui. C'est-à-dire que Et quand j'en ai un nouveau que j'ai jamais vu. Je considère comme un collectionneur que c'est une nouvelle étoile à mon tableau, quoi. D'accord. Donc j'aime bien avoir des lots comme ça de périodes improbables ou de séries improbables que j'ai jamais eues parce que ça me permet d'ajouter des étoiles dans mon tableau. Et c'est quand même plus intéressant que d'avoir le 28e camion de pompiers, qu'on a eu 50 fois, qui fait partie du métier, qui est facile à remonter, c'est facile de trouver les pièces, etc. Mais il n'y a pas le côté découverte de dire « Ah, mais waouh, en 4 ans, j'ai jamais vu ce truc-là, quoi ». Et donc un ça fait plaisir. Un exemple, alors en Star Wars, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Là, par exemple, il y a les Orient Expedition, c'est ces sets qui sont là-haut, là, avec l'espèce de Taj Mahal. Ouais. Ça, c'est la seule fois que j'ai eu ce set. Alors, si tu veux, est-ce que tu veux que de la 2x4 ou est-ce que des petites comme ça va aussi ? Toutes les grandes tailles. Ouais, toutes les tailles. Je peux te mélanger quand même. C'est ça, là-dedans. Je peux mettre des couleurs. C'est les couleurs, ouais. Voilà. Ah ouais, c'est sympa, celle-là. Donc là, on est déjà sur l'équivalent de ça. Ok. Donc on est sur 12. Ok. Après, et donc tu m'avais dit qu'on peut mettre une plaque comme ça. Une plaque ou 2 comme ça. Je vais en avoir d'autres. On là derrière. Attends. La brique 2x4 que tout le monde connaît, c'est pas du tout le composant principal de la construction des sets depuis bien 30 ans maintenant. Quand dans les années 70, ils faisaient beaucoup des sets qui étaient en fait, il n'y avait pas de sets. C'était pas, ils donnaient des idées de construction, mais ils donnaient un ensemble de briques et puis après chacun faisait à son idée, quoi. Des briques de couleurs. Des briques de 4 couleurs essentiellement. C'est le rouge, il y a le bleu en plus, mais rouge, jaune, noir, blanc. Mais ça, c'est une vieille histoire. Ça fait bien 40 ans que c'est plus comme ça. Et après, il y a eu les figurines.
Et les figurines, Dans ouais, les ça a années commencé en 70. 77, c'est ça. Puis ça s'est multiplié après, au fil des années. Et maintenant, je sais plus la quantité de figurines différentes, mais on est à plus de 10 000. Enfin, je dis plus de 10 000, on est largement plus de 10 000. Star Wars, ça a fait ses 25 ans. Donc ça a commencé en 99. La première série Lego Star Wars, c'est 99. Et donc les figurines étaient initialement jaunes. Hein, les têtes et les bras et les mains étaient jaunes comme les Lego les plus iconiques des débuts. Et puis, donc, sous la pression de la licence Star Wars, il y a eu Harry Potter qui avait le même principe. Ils ont commencé avec les figurines jaunes. Et puis, petit à petit, ils ont voulu être un peu plus réalistes, entre guillemets. Et donc, on est passé aux figurines roses, enfin, couleur chair, qu'on trouve maintenant de façon permanente dans les Lego Star Wars, dans les Lego Harry Potter et dans tout ce qui est sous licence, hein, donc tout ce qui est Marvel. Voilà. Les figurines que produit Lego hors licence sont toujours quasiment toutes jaunes. Tête jaune. C'est resté le format classique. La rareté est plus déterminante que le mode d'emploi. Après, le mode d'emploi a 7 équivalents. Enfin, pour le même set, il va valoir plus avec la notice, il va valoir plus avec la boîte, et il va valoir encore plus avec la boîte scellée. Mais le plus gros déterminant, c'est la valeur du set lui-même. Alors. C'est quoi? Tu vois, C'est pour faire de l'eau et des flammes. ça se met. Ça, C'est la lance à eau. C'est la lance à eau. Voilà. Et attention, hein, c'est bien fait. C'est clic. Et là, si j'appuie sur le petit levier, ça jaillit. Ça, c'est expliqué dans la notice? Oh, oui. Je Ok. pense qu'il y a un petit dessin qui explique. Bon, sinon, je vais expliquer les dessins. Voilà. Mais bon, tu sais, oui, les notices sont assez explicites. Et je pense que si des générations entières d'enfants ont joué avec les camions de pompiers et ont compris comment ça marche, je pense qu'elle va y arriver aussi. Au niveau des contrefaçons, comment vous voyez que c'est vraiment la marque Lego? Comment vous vérifiez? Alors sur chaque petit point là d'une brique Lego, les gens ne s'en rendent quelquefois pas compte, mais il y a marqué sur chaque petit point, il y a marqué le logo Lego. Et il y a très peu, enfin je dirais qu'il y en a pas même des contrefaçons, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à mettre le logo Lego alors que c'est pas du Lego. Ah oui. Du coup, c'est relativement facile. En tout cas, toutes les pièces, c'est plus difficile sur des pièces arrondies, par exemple, sur lesquelles il va pas y avoir ce petit truc-là. Là, il y a pour regarder de plus près sous la pièce, il doit y avoir le logo Lego quelque part. Après, les couleurs sont différentes aussi. Donc, les couleurs Lego, moi, quand j'ai des pièces qui sont pas du Lego, je les détecte. Ça prend du temps, hein, mais je les reconnais avant même d'avoir regardé d'assez près pour voir s'il y avait marqué Lego dessus. Rien qu'à la couleur. Je les reconnais. Ouais. Et La couleur, forme, texture du plastique. Enfin, il y a un truc. Je peux même aller chercher un petit échantillon. Et pour les figurines, pareil. Et les figurines, ouais. Figurines sur le dessus du cou. Voilà. Ici, il y a marqué Lego. Voilà. Souvent, on les reconnaît. Alors, à force de les connaître, on reconnaît parce que c'est différent. Donc, on va se dire, tiens, je ne connais pas cette figurine. Et quand on va faire une recherche, parce que maintenant, il y a des applis. Il y a des applis qui permettent de reconnaître les figurines. Ça n'existait même pas. Donc, vous scannez et hop. Et voilà. Et hop, quelquefois, c'est plus facile que d'autres. Mais on peut tester comme ça. On va faire une photo de la tête. Et on va voir ce que ça donne. Arctique, voilà. Elle devrait avoir des bras. Et là, ils mettent tout le prix. Et ben là, elle a passé. Alors j'ai la cote, ouais, parce que tout a une cote. Hein. C'est une de ces 3 figurines. Les bras ont été remplacés, puisqu'on voit que de toute façon, ouais, c'est pas les mains sont roses, alors que ça devrait être une figurine City qui devrait avoir les mains soit noires, soit jaunes. Là, c'est des gants. Donc elle a été complètement recomposée. C'est une de ces 3-là. Et une fois qu'on a identifié la figurine, on a la base de données. Donc, si c'est celle-là, elle n'est que dans un seul set, qui est celui-là. Et je crois même pouvoir dire que j'ai vu quelque part, j'ai vu ses yeux. Voilà. On peut enlever tout. On peut enlever les petites mains, les petits bras, on peut même, sans abîmer. Ouais, Oui, on peut tout démonter. On peut enlever les bras. On peut même défaire, si on veut, il y a les hanches
qui ont une couleur Oui. et les jambes qui ont des couleurs. Donc les hanches en jaune et les pieds en noir, on peut les mettre en rouge. Voilà, et les hanches en on noir. peut les démonter. Après, c'est quand on a un stock suffisant, on n'a pas besoin de faire ça, on va juste chercher la bonne pièce. Mais ça m'est arrivé d'avoir besoin d'avoir tel gris sur les hanches et tel marron pour les jambes et de devoir démonter la figurine pour la réassembler. On évite de le faire parce que la petite barre là qui maintient les jambes est assez fragile. Donc quand on le défait, on a toujours un risque de la casser. Voilà. La rencontre, elle est très simple. C'est un peu un truc assez simple. C'est que je suis du quartier et je promenais tout le temps mon chien. Donc je suis allé voir Jérôme et je lui ai dit, écoute, je me suis présenté. Je lui ai dit, voilà, je voudrais faire ma boutique en Lego. Et ce qui est assez rigolo, c'est que il connaissait la boutique. Il connaissait très bien Alain, l'ancien patron. Et il m'a dit, j'aime beaucoup ta boutique. Et donc on a commencé à essayer de trouver des petits personnages, des objets. Et il a commencé donc à trouver des guitares. Et puis il s'est vraiment pris au jeu. Donc il a commencé à construire les meubles et tout ce qui va avec. Et puis on a commencé à trouver tous les détails qui étaient en rapport avec la boutique. Donc on a appris quand même, à temps perdu, on a passé 6 mois dessus. 6 mois. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, je m'appelle Nicolas Véran et je suis le gérant du comptoir du disque à Montpellier. Enfin, c'est une longue histoire. Oui, ça a commencé il y a 1 an à peu près. Il y a Nicolas du comptoir du disque qui est passé un soir et qui avait trouvé une photo sur Internet de quelqu'un qui avait fait une petite construction de magasin de disques en Lego. Donc on a commencé. Il faut décrire quand même le comptoir du disque. Oui, alors le comptoir du disque, ouais, c'est une boutique donc, qui est en plein cœur de Montpellier, qui a des voûtes au plafond. Et ben voilà, c'est une boutique qui existe depuis plus de 30 ans et qui, voilà, c'est une espèce de nid avec une déco très éclectique, avec des trucs un peu, un Stormtrooper, un dirigeable de Led Zeppelin, en ballon gonflable, je crois. Enfin bon, toutes sortes de petits trucs de déco, des affiches de films, et puis plein d'albums, plein de 45 tours, de 33 tours en tout genre. Et puis, on a passé énormément de temps, mais un peu pour le plaisir, quoi. Hein. Moi, j'avais jamais fait ça, de faire une vraie création. C'est pas vraiment mon métier. On a pris plein de libertés, mais en fait, il y a plein de petits clins d'œil où on a fait quelqu'un qui connaît le magasin. Apparemment, les gens qui connaissent très bien le magasin et qui viennent le reconnaissent. Et j'ai même des gens dans la phase où on construisait. Parce qu'il m'a occupé une bonne table pendant presque 6 mois, ce machin. Oui, parce que ce machin, il fait combien de centimètres ? Il fait combien ? Il fait 48 x 48 en plaque Lego. Donc oui, ça fait une quarantaine de centimètres sur 40. J'ai eu des clients qui sont venus ici et qui ont vu le truc. Il n'y avait pas marqué le comptoir du disque, mais ils l'ont vu, ils ont dit mais c'est le comptoir du disque. Ah, ça c'est génial. Et donc ça c'était marrant, quoi. C'est les premiers clients à moi qui étaient en fait déjà clients de chez lui et qui l'ont reconnu au premier coup d'œil. Puis après on a rajouté plein de détails jusqu'aux toilettes en Lego. Et ça, c'est quoi ? Ça c'est le Seigneur des Anneaux. Et celui-là, je peux le prendre ? Tu peux, mais il est à 52. Ah ouais, il est super cher, ouais. C'est pour les grands, ça, en fait. C'est surtout le collector. Tous les sets du Seigneur des Anneaux, ils valent une fortune. Ouais. Donc, faut dire que c'est Gandalf, là. Mais Gandalf, je l'ai, par contre, séparément. Il est à 7 €. Juste la figurine de Gandalf. T'es pas obligé d'avoir toute la construction. Mais là, c'est devenu... le Seigneur des Anneaux, c'est les trucs les plus chers que j'ai. D'accord. La figurine, mais je savais même pas qu'il y avait les Seigneurs des Anneaux. Qu'est-ce que ça fait de travailler dans les jouets ? Est-ce que vous sentez un peu Père Noël ou... Père Noël, alors moi c'est surtout moi, à chaque fois que je reçois un lot, j'ai l'impression que c'est Noël. Parce qu'en fait, j'ai une phase de découverte. Alors, quelquefois, j'ai découvert avant parce que j'ai demandé aux gens d'envoyer des photos par WhatsApp. Mais il y a toujours, je reçois un tas de figurines. J'ai toujours la surprise de découvrir ce qu'il y a dedans en détail et de devoir identifier, remonter, etc. Ce qui contribue un peu au bazar quelquefois, c'est que j'ai de la peine à me dire le lot est arrivé. La logique voudrait que j'attende 15 jours d'avoir traiter le lot ou les lots qui sont déjà en cours et que souvent je peux pas m'empêcher de défricher, quoi, juste pour voir ce qu'il y a là-dedans. Sur la table, il y a beaucoup de lots. Il y a un peu de tout, c'est-à-dire que même quand des clients viennent, s'ils ont besoin, quelquefois, alors quand c'est dans les bacs bien triés, c'est accessible directement, mais quelquefois les gens me demandent une pièce et je dis ça, je crois que j'en ai vu passer sur un lot que je suis en train de trier. Du coup, je vais chercher le lot qui est encore sous la table là, et puis je le sors. Ça permet de trouver des pièces qui sont pas encore disponibles dans le stock, voilà. Et on fait ça pendant une journée, comme hier après-midi par exemple, et puis ça se remplit. Voilà. Vos qualités, c'est vous avez une mémoire visuelle, hein ?
Vous... Je sais pas, maintenant j'ai une intuition de mon stock. Souvent j'ai une intuition, celle-là je l'ai vue passer, je l'ai vue rentrer, je l'ai pas vue sortir. Donc il y a des chances qu'elle soit... Ça vaut le coup de chercher, voilà. Mais je peux pas être sûr. Et par contre, quand on me dit ça, est-ce que tu as ça ? Si je l'ai vraiment pas... Bon, elle peut être dans un sac que j'ai pas ouvert. Si j'ai fait le tri initial du lot, la plupart du temps, je me trompe pas, quoi. Je vais dire non, ça, franchement, ça me dit rien. Je l'ai jamais vu passer et non, donc je l'ai pas. Ça sert à rien de s'acharner à chercher et autant commander dans ce cas-là. La plus-value, c'est d'avoir pris ces pièces qui sont en vrac, d'avoir complété avec ce que j'ai trié il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, et puis de le mettre en forme pour le vendre monté. Je vais pas partir d'un gros tas de briques, tout mélanger, peut-être remonter un camion de pompiers à 15 €. Alors que si j'identifie que j'ai les figurines d'un set qui a... il y a une figurine qui vaut 30 €, une autre qui vaut 50 €, et puis l'ensemble vaut 220, alors que c'est pas beaucoup de briques. Une fois que j'ai identifié, je peux juger de l'opportunité de remonter le set complet en sachant ce que c'est, quoi. Entre Bricklink et les applis que je montrais tout à l'heure, là, je dirais le savoir-faire, il est assez largement partagé. Après, là où on gagne du temps, c'est si on n'a pas besoin de sortir l'appli, parce que tout de suite, on va pouvoir... on va le reconnaître en un coup d'œil, et on va pouvoir faire l'estimation. Voilà, moi, j'ai pas besoin d'estimer tous les sets les plus courants. J'ai pas besoin de sortir l'appli pour savoir à peu près combien ça va se revendre. J'ai des clients, il leur manque... Leurs sets, ils sont à 95% complets quand ils me les vendent. Mais en fait, s'ils veulent les compléter, pour eux, c'est compliqué. Oui. Il faut faire l'inventaire. Ça va être encore plus fastidieux parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et, voilà. Et puis, ils vont arriver, ils vont devoir m'acheter les pièces ou les trouver sur Internet. Alors que moi, en 1 minute, je vais retrouver toutes les pièces qui manquent. Et s'il en manque une, je vais la commander et je sais combien elle vaut et je sais comment voilà. Et même quand je fais de l'achat de pièces détachées sur Internet, souvent, on est sur des sites qui vont faire payer. Vous allez trouver une pièce qui vaut 30 centimes, mais en fait, il y a 2,50 € de frais de port ou 4 € de frais de port, plus un minimum d'achat de 10 €, 15 €. Et on va se retrouver avec... finalement un coût réel de la pièce qui est largement supérieur, alors que moi j'aurais quasiment tout ici. Lego, c'est danois. Oui. Vous aviez envie d'aller au Danemark. Est-ce que vous êtes allé à Legoland là Alors je suis pas allé au Danemark encore. Je suis allé il y a quand j'ai commencé, avant même de faire mes premières ventes, je suis allé à côté de Munich, il y a un Legoland. Et donc c'est un parc d'attractions, quoi. Donc ça, je suis content de l'avoir fait, mais j'ai pas eu l'occasion encore d'aller au Danemark. C'est sur ma liste d'aller à Billund, voir la source de tout ça. Mm. Mais comme si j'y vais en train parce que je prends pas l'avion. Enfin, j'évite de prendre l'avion. Il faut un peu de temps pour faire le voyage. C'est une autre histoire. Mm-hmm. Merci. Voilà. Merci à vous. C'était Ma vie en rose. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.